Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en ce samedi 5 octobre. Toute l'actualité près de chez vous, reportages, interviews, portraits et votre météo à venir. Créer, innover, entreprendre en français, c'est le thème du 19e sommet de la francophonie qui se tient en ce moment entre Villers-Cotterêts dans l'Aisne et Paris et son Grand Palais. Une première en France, un sommet qui réunit une centaine de délégations d'État et de gouvernement, dont celle guidée par le prince souverain en personne. Son Altesse royale, la princesse de Hanovre, s'est rendue de son côté à Montauban pour assister, avec l'orchestre des carabiniers du prince, aux cérémonies du 50e anniversaire du 17e régiment du génie parachutiste dont elle est la marraine. Des liens forts et une grande page d'histoire existent entre Monaco et ce régiment d'exception, comme nous le rappellera le colonel Daniel Zeny, chef de corps du 17e RGP de Montauban, dans un instant. Une course pour ne jamais oublier le 11 septembre 2001, Tunnel to Towers, une épreuve à laquelle s'est invitée notre correspondante aux États-Unis, Alexandra Pani, que nous retrouverons comme chaque samedi pour sa chronique US. Sans oublier deux initiatives ce samedi en principauté que nous avons suivies pour vous. La première initiative, c'est le Roquetton, première course ou marche solidaire contre l'abandon des animaux de compagnie en présence de la princesse Charlène. Et puis la traditionnelle opération plage propre sur le Larvoto. Et l'on va se rendre sans plus tarder à Paris pour retrouver nos envoyés spéciaux Christinda Petit-Homel et Lionel Bernardi qui suivent pour Monaco Info le sommet de la francophonie, un événement auquel participe le prince Albert II et une délégation monégasque emmenée par Isabelle Béraud-Amadei depuis vendredi. Et Christinda, de nombreux chefs d'État étaient présents dès hier à ce sommet. Oui, plus de 50 chefs d'État se sont retrouvés hier à Villers-Cotterêts, un petit village situé dans l'Aisne à quelques kilomètres de Paris pour ce 19e sommet de la francophonie. Alors un sommet qui se déroulait en deux temps. Une première partie qui était organisée au château de Villers-Cotterêts, cité internationale de la francophonie depuis novembre 2023. Et puis une seconde partie qui se déroulait ici même dans la capitale au Grand Palais ce samedi. Un sommet auquel participaient bien sûr le prince Albert II et de nombreux autres chefs d'État et de gouvernement. L'usage du français reculant dans le monde, en particulier dans les échanges économiques au profit de l'anglais. Ce sommet avait donc pour thématique créer, innover et entreprendre en français. Autres grands enjeux développés, l'autonomisation des femmes et des jeunes, souvent plus vulnérables et plus touchés par les crises économiques, sanitaires, sociales et environnementales. L'autonomisation également des pays connaissant le plus de crises multisectorielles face aux défis environnementaux. Et enfin, la place du numérique dans notre société avec la formation des jeunes aux métiers de demain. Des actions toutes soutenues par la principauté de Monaco qui avait souhaité en novembre 2023 renouveler sa confiance à l'égard de l'OIF et confirmer ainsi son engagement financier en signant une nouvelle convention afin de soutenir la mise en œuvre de la programmation 2024-2027. En marge de l'événement, vendredi soir, un dîner de gala avait été offert également par le président de la République française, Emmanuel Macron, au Palais de l'Élysée. Un dîner auquel était convié bien sûr le prince Albert II, comme vous pouvez le voir sur ces images, et l'ensemble des chefs d'État et gouvernement membres de l'OIF. Ce samedi, le prince Albert II participait à de nombreux entretiens bilatéraux et séances plénières, ici même au sein du Grand Palais où se déroulaient les travaux de ce sommet. Je vous propose d'entendre tout de suite le prince souverain. Il revient sur l'importance de la participation de Monaco à ce sommet. Monaco est depuis très longtemps un des pays, je ne dirais pas fondateur de la francophonie, mais qui soutient depuis très longtemps toutes les valeurs qui font la francophonie. Les valeurs d'entraide, de solidarité, bien sûr de partage et de diffusion et d'éducation du français, mais aussi tout ce qui fait la francophonie moderne, c'est-à-dire la défense absolue du multilatéralisme, du respect de la souveraineté des États, mais aussi cette
ces préoccupations de l'agenda international que sont l'éducation, les femmes, de valoriser l'éducation et l'accès aux femmes pour le travail et pour tout ce qui peut émanciper les femmes. Et puis aussi, bien sûr, les grandes questions actuelles que sont l'environnement, que sont la lutte contre les changements climatiques, la protection de la biodiversité. L'Organisation internationale de la francophonie s'est engagée sur ces terrains-là, sur ces questions-là, depuis quelques années maintenant, et nous les soutenons grâce à différentes actions, grâce à différents soutiens financiers aussi, notamment pour l'économie bleue dans l'océan Indien, mais nous avons d'autres projets aussi pour d'autres régions du monde, donc nous sommes un acteur très engagé et très actif de la francophonie. Également sur place, l'ambassadeur de Monaco à Paris, Valérie Bruel-Melchior, qui participait à ce sommet, mais également à la 45e conférence ministérielle de la francophonie, aux côtés du ministre des Relations extérieures et de la coopération, Isabelle Béraud-Amadei. Elle revient à notre micro sur les enjeux de ce sommet et surtout sur l'importance de préserver une stabilité démocratique. Ce sommet se tient à un moment crucial pour l'espace francophone qui est partagé par qui est malheureusement touché par beaucoup de crises en ce moment. Donc c'est toujours très important pour la famille francophone de se réunir, de rappeler ces valeurs qui sont les siennes, qui sont partagées par tous les membres. Et je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin d'un monde vraiment qui met en valeur sa diversité culturelle, mais qui se rejoint des mêmes valeurs qui sont la langue française, mais pas seulement, grand attachement aux valeurs démocratiques et aux valeurs de paix. C'est ainsi que se referme ce 19e sommet de la francophonie, un événement, vous l'aurez compris, d'une extrême importance, surtout que cela faisait 33 ans que la France n'avait pas accueilli ce sommet. Merci Christinda. Lors de ce déplacement princier, la jeune Rose de Brouwer a rejoint les rangs de la délégation monégasque ce samedi. Cette jeune monégasque, âgée de seulement 15 ans, a remporté le concours d'éloquence de la francophonie. Elle a pu s'entretenir avec le prince souverain. Écoutez. J'ai toujours été passionnée par le droit, donc ma maman a vu ce concours de la francophonie, d'éloquence, donc elle m'y a inscrit et j'ai dû parler d'un sujet en rapport avec la francophonie où j'ai gagné une distinction qui était la graine d'éloquence et ensuite on m'a proposé de devenir jeune ambassadeur, donc je suis ici maintenant et je suis vraiment contente d'être ici. Est-ce que tu as défendu tes arguments comme l'aurait fait un avocat ? Alors oui, je devais défendre mes arguments comme un peu une plaidoirie, comme un avocat. Donc c'est pour ça que ça m'intéresse vraiment, parce que depuis longtemps, je veux faire du droit. Et j'étais vraiment contente. Et c'est impressionnant d'être ici au sommet de la francophonie, aux côtés du prince souverain. Oui, c'est très impressionnant, surtout à mon âge, de voir tous ces chefs d'État de tous les pays francophones. Et c'est vraiment impressionnant. Reportage au sommet de la francophonie, signé Christinda Petit-Thomel et Lionel Bernardi. Direction l'Occitanie maintenant, où nous avons suivi son Altesse Royale, la princesse de Hanovre, aux côtés de l'orchestre des Carabiniers du Prince, venu fêter les 50 ans du 17e régiment du génie parachutiste de Montauban. La principauté a un lien, on le sait, très fort avec ce régiment. Alban Jean-Gendre et Hugo Comassa nous expliquent pourquoi. C'est en compagnie de l'orchestre des Carabiniers du Prince que son Altesse Royale, la princesse de Hanovre, s'est rendue à Montauban. Pour rappel, elle est la marraine du 17e régiment du génie parachutiste, régiment qui fête cette année ses 50 ans. Pour l'occasion, des cérémonies sont organisées, à commencer, vous l'entendez, par des chants à l'unisson. Ces mots du maréchal Foch nous permettent de célébrer comme il se doit les 50 ans de notre histoire commune. Après la traditionnelle messe pour célébrer la Saint-Michel, saint patron des parachutistes, direction
la place nationale de Montauban pour une prise d'armes, toujours animée par l'orchestre des Carabiniers du Prince. Ma première intention était d'essayer de montrer une certaine image de marque de ce que Monaco peut proposer. Voilà, une forme d'excellence. Et chacun des musiciens est imprégné de cette notion. On fait ce qu'on sait faire, mais on essaye de le faire le mieux possible. Une revue des troupes est faite avec le chef de corps du 17e régiment du génie parachutiste et de la princesse de Hanovre pour marquer ce lien avec la principauté. Pour participer à cet échange, à cette fraternité d'hommes des armes. Nous sommes à Monaco, mais bon nombre d'entre nous sont issus de l'armée française. Donc reprendre contact avec nos premiers amours, c'est toujours intéressant. L'orchestre des Carabiniers du Prince a regagné la principauté, mais ici, à Montauban, les festivités continuent tout le week-end avec notamment des portes ouvertes du régiment qui proposent des démonstrations diverses et variées. Et l'on va s'arrêter ce soir sur la spécificité de ce régiment si particulier. Le colonel Daniel Zeni, chef de corps du 17e RGP de Montauban, s'est confié à Patricia Navarro. Entretien. Bonsoir colonel. Bonsoir Patricia ainsi qu'à tous vos auditeurs. Présentez-nous ce 17e régiment du génie parachutiste dont on célèbre les 50 ans. Alors le 17e régiment de génie parachutiste, c'est un régiment qui appartient à la 11e brigade parachutiste qui est localisée dans le sud-ouest de la France. Et donc un de ces régiments d'appui, c'est le 17e régiment du génie parachutiste qui est situé à Montauban. C'est un régiment qui est spécialisé dans tout ce qui est appui. Alors qu'est-ce qu'on entend par appui? C'est l'appui dans le déminage, dans la dépollution qu'on peut trouver sur les théâtres de guerre comme en Ukraine, comme au Liban, pour protéger la population. C'est également des savoir-faire dans tout ce qui est franchissement, parce que tant qu'on a des ponts, tout se passe bien, mais le jour où les ponts sont détruits, il faut des unités qui soient capables de faire franchir. Faire franchir, c'est donc une des missions du régiment. On a des savoir-faire également pour pouvoir tenir dans la durée sur n'importe quel théâtre, c'est-à-dire pouvoir construire une base avancée pour apporter des premiers secours si besoin, pour permettre de loger une force. C'est ce qui avait été fait lorsqu'il y avait eu la tempête Irma à Saint-Martin. On avait créé une base pour pouvoir permettre les premiers secours. Donc plein de savoir-faire, souvent liés à l'ingénierie, au monde de l'ingénierie. Et toujours avec un esprit concret dans l'application et avec une visée vers la population. Oui, alors ça, ce sont les missions, les spécialités. Plus globalement, quelles sont les valeurs également et les traditions de ce régiment? Alors c'est un régiment qui est très fraternel, j'ai envie de dire. Déjà c'est un régiment qui est jeune, qui a 80 ans d'existence, qui est né au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est un régiment, par rapport aux missions que j'ai expliquées un peu tout à l'heure, qui par nature est très solidaire, de l'officier jusqu'aux jeunes sapeurs parachutistes qui s'engagent. On est tous très proches parce que souvent engagés dans l'adversité et dans des moments durs, il n'y a que la cohésion qui compte. Et c'est donc ce genre de valeurs qu'on cherche à développer dans ce régiment et qui sont un peu les marques de fabrique du régiment. Il y a actuellement de multiples théâtres d'opérations, d'interventions dans lesquels le 17e régiment a été engagé au cours des derniers mois, alors à nos portes, en France, mais bien plus loin aussi. Oui. Alors le régiment est par nature régulièrement engagé. On va dire qu'au premier trimestre, il a été engagé de manière assez dense, essentiellement en Afrique, puisque c'est la zone où l'on opère en ce moment, plus spécifiquement. Par exemple, il va être très prochainement projeté en Martinique dans le cadre des forces de présence et de souveraineté, notamment pendant les périodes cycloniques. Donc, vous voyez la diversité des missions qui nous attendent et qui sont régulières et qui rythment notre quotidien. Vous l'avez dit, le 17e RGP a une dimension parachutiste. Quelle est l'importance de cette spécialité pour vos missions ? Eh bien, c'est le seul régiment du génie, mais qui a cette spécificité de pouvoir être mis en place par les airs. Donc déjà, ça demande
un certain état d'esprit, une certaine condition physique que l'on entretient au quotidien pour pouvoir être apte à porter ce parachute et être déployé avec des moyens plus rustiques, plus légers, pour essayer de durer. Donc essayer de faire aussi bien avec moins de matériel, puisqu'on ne peut pas emporter la même chose quand on part dans un avion que quand on part dans une rame tactique ou dans un train ou dans un bâtiment de la Marine nationale. Donc l'idée, c'est de faire aussi bien nos missions et en le portant. Donc c'est quand on porte un sac bien lourd qu'on est content d'avoir des camarades pour nous aider des fois dans les moments un peu plus durs. Bien sûr. À côté de vos hommes, il y a toutes les familles également à Montauban. C'est une ville, Montauban, qui est très attachée à ce régiment. C'est une petite ville dans la ville. Exactement, exactement. Donc Montauban, c'est à peu près 60 000 habitants, si on prend sa banlieue proche. C'est une ville qui s'est modernisée, qui vit bien dans le sud-ouest. C'est une des villes les plus attrayantes, une des villes les plus sportives du sud-ouest. Et le 17, c'était pas la première garnison qui arrive à Montauban, mais c'est celle qui est arrivée en 1974 et qui a été tout de suite adoptée. Et aujourd'hui, à travers ce week-end festif, on fête cet anniversaire des 50 ans, qui est une manière également de rendre hommage à notre ville qui nous soutient au quotidien dans les moments qui vont bien et également dans les moments plus durs comme on a pu les avoir quand il y a eu les attentats en 2012. Et puis alors, on l'a vu dans le reportage d'Alban Jean-Jambre et Hugo Comasa, il y a des liens anciens, très étroits, entre le 17e RGP et la principauté de Monaco. Exactement. On a la chance d'avoir Son Altesse Royale, la Caroline de Hanovre, qui est notre marraine depuis 2011-2012. Et c'est toujours avec un plaisir que chaque année on la reçoit. Et c'est une fierté pour nos sapeurs-paras de pouvoir échanger avec elle lors de ces moments un peu solennels. Il y a eu plusieurs événements marquants qui ont jalonné cette belle amitié entre le 17e RGP et la Principauté de Monaco. Vous êtes notamment venu, avec votre aigle mascotte, participer à une fête nationale. Exactement. Donc, Malitia, notre aigle est notre mascotte qui fait rayonner le régiment et qui est particulièrement apprécié chaque fois qu'on l'expose. Dans les différents salons, dans les différentes manifestations de recrutement. C'est le symbole du régiment et on y est particulièrement attaché. Et c'est vrai que ce cadeau qui a été offert par la marraine, ça matérialise au quotidien la présence de Monaco à nos côtés. Et vous savez que vous serez toujours les bienvenus en Principauté. Merci, colonel Daniel Zeny, et bon anniversaire au 17e RGP de Montauban. Merci beaucoup, Patricia, et je vous souhaite une excellente soirée. Retour à Monaco avec une grande première ce samedi et nos amis les chiens réunis aujourd'hui autour du chapiteau de Fontvieille pour participer avec leur maître à une marche symbolique organisée par l'association Roqueton. L'objectif, sensibiliser le grand public à l'abandon d'animaux, une cause soutenue par la princesse Charlène qui est venue elle aussi accompagner. Vous allez le constater dans ce reportage de Sarah Nkari et Camille Caloni. Avec leur petit foulard rouge autour du cou en guise de dossard, les chiens sont prêts et attendent le top départ impatiemment. En tête du cortège de cette première marche organisée par l'association Roqueton, la princesse Charlène, qui n'est pas venue seule, mais accompagnée de Kita, son chihuahua, pour lutter contre l'abandon des animaux. Malheureusement, il y a énormément d'abandon pour des tas de raisons, soit financières, soit d'allergies, soit de faute de temps, tous les prétextes sont bons pour pouvoir abandonner son animal. On a assisté à une recrudescence d'abandon après la Covid. Cette initiative a pour but d'essayer de faire prendre conscience aux gens qu'il ne faut pas abandonner un animal. Quelqu'un peut peut-être demander pourquoi Roqueton ? Lors de cet événement, ponctué de conférences, défilés et autres animations, les participants étaient libres de faire un don destiné à financer les projets de Roqueton, mais aussi les actions de la Fondation Brigitte Bardot et celle de la SPA de Monaco, présidée justement par la princesse. C'est une cause qui maintenant est au cœur des gens, puisque vous voyez, même la princesse est venue.
Et tant mieux. Moi, je voudrais encore gonfler le nombre de gens. Plus il en a et mieux c'est. Et plus les animaux vont être respectés dans le monde aussi, pas seulement à Monaco. Parce qu'après l'effort vient toujours le réconfort, les toutous ont eu droit à d'appétissantes gourmandises disponibles à l'intérieur du chapiteau où se trouvaient également différents stands comme celui dédié au toilettage. Une petite coupe pour l'arrivée de l'automne est toujours bienvenue. Ah, et avant de partir, la photo souvenir bien sûr. Et l'idée pour l'association serait de réitérer l'opération chaque année, tout simplement. Dans le même laps de temps, l'association monégasque pour la protection de la nature a organisé en cette fin de saison le traditionnel nettoyage et le tri des déchets à la plage du Larvoto, sur le sable comme sur le rivage. Sarah Inkari et Camille Caloni. Ils étaient plus de 30 bénévoles à avoir répondu présents ce matin pour nettoyer l'aire marine protégée du Larvoto. Et on peut dire que la pêche a été bonne. Au total, sur terre et en mer, 100 kilos de déchets ont été ramassés. On a trouvé des balles maillots de bain, plusieurs, ce qui est étonnant. Des jouets aussi, des canettes. Mais pas autant que j'aurais eu peur, mais quand même pas mal de choses. Malgré les nombreuses opérations de sensibilisation menées à Monaco, beaucoup de ces déchets pourraient être encore évités. C'est notamment le cas des mégots de cigarettes, comme en témoignent les membres de la SMA, partenaires de l'opération. Il faut partir du principe que c'est une plage non-fumeur. Alors on a des mégots qui arrivent aussi par la mer, hein, c'est pas tout est jeté sur la plage. Mais effectivement, plage non-fumeur, des opérations de chaque été de Monaco Zéro Mégot, en partenariat avec la mairie et la direction du tourisme. Donc oui, effectivement, c'est toujours la surprise, mais bon, je pense que c'est un problème qu'on aura du mal à éradiquer et on fait avec. Lorsque cela est possible, la société monégasque d'assainissement recycle certains objets trouvés au sol ou dans l'eau par les plongeurs du club de l'exploration sous-marine de Monaco. Mais le mieux est toujours de les éviter. Nous, à Monaco, on a quand même de la chance parce que c'est relativement propre quand on compare avec les fonds marins ailleurs. Donc la tendance, c'est vraiment, je dirais, depuis qu'on n'a plus la digue centrale, on a moins de pression aussi, donc moins de gens qui sont susceptibles d'être vraiment au bord de l'eau et par inadvertance de faire tomber des bouteilles dans l'eau. La tendance est en train de s'améliorer dans le bon sens. Nous sommes passés en effet en un an d'environ 300 kg à 100 kg. Espérons que ce nombre diminuera encore l'année prochaine. En ce mois de sensibilisation au dépistage du cancer du sein, Octobre Rose, le palais princier s'est paré de cette couleur ô combien symbolique, comme vous l'avez peut-être remarqué, sur les logos de nos réseaux sociaux, ou encore cette illumination en rose de la place du Casino, où à l'intérieur du Salon Empire s'est tenue hier la soirée de gala du 20e anniversaire des femmes chefs d'entreprise à Monaco, association présidée par Johanna Houdrouge, qui était hier soir notre invitée. Un entretien à retrouver quand vous le souhaitez sur notre page YouTube. Et comme tous les samedis, votre lettre d'Amérique, c'est l'heure de la chronique US signée Alexandra Pani. Cette semaine, gros plan sur une épreuve indispensable, incontournable après les événements du 11 septembre. La course Tunnel to Towers. Bonsoir à vous, Alexandra. Bonsoir à vous, tout à fait, c'est une course qui a vu le jour un an après les attentats du 11 septembre 2001. Je vous en avais parlé déjà l'année dernière car une monégasque new-yorkaise, Merrilee Tornator, y participe chaque année. Justement pour cette édition, j'ai moi-même pris part à ce bel événement où j'ai pu rencontrer le vice-président de l'association pour qu'il nous explique ses ambitions et vous allez le voir dans le reportage. Cette année encore, nous n'avons pas eu de chance avec la météo. Le mauvais temps ne les a pas découragés, ni les sportifs, ni les supporters venus soutenir les 40 000 participants attendus cette année. Depuis 23 ans, le dernier dimanche du mois de septembre est organisée la course Tunnel to Towers qui relie Red Hook, Brooklyn à Downtown Manhattan par le Battery Tunnel. Le tracé est inspiré des derniers pas du pompier Stephen Sealer, disparu dans les attaques des Twin Towers. Now over 40,000 registrants retrace Stephen's steps from Brooklyn through the Brooklyn Battery Tunnel to Ground Zero, where he gave up his life along with the rest of his squad. So it is a way of honoring not only the 343 that were killed that day, but also the over 7,000 military and first responders
who have died since 9/11 defending our beliefs and our freedoms. And now, additionally, we are also honoring those who have passed from 9/11 illness. So we have, unfortunately, this year now surpassed the number of firefighters killed that day from 9/11 related illnesses. So it's both a patriotic day, a somber day, but it has so much life and so much energy and way of honoring those who have served both our community and our country. Solidarité et bonne humeur sont les sentiments répandus tout au long de ces 5 km de course. L'ambition de cet événement est avant tout de soulever des fonds pour soutenir la fondation Tunnel to Towers, créée par le frère du pompier Stephen Siller. All of the funds that we raise both from this event and all of our events throughout the year go to our programs, and that is helping our fallen first responders, Gold Star families, our homeless veterans program, those that have given their life for our country and our communities. If they have young children, we pay off their mortgages. So all of the fundraising on behalf of the foundation is kicked off with this event. Vous pouvez bien entendu soutenir les programmes de la Fondation en effectuant vos dons depuis leur site internet t2t.org. Les sports, Alexander Golovin, le talentueux milieu de terrain monégasque de l'AS Monaco FC, a décidé de prolonger son aventure en principauté, un bail débuté il y a déjà 6 ans, en 2018, ce qui fait du maître à jouer le plus ancien joueur du vestiaire rouge et blanc. Il a signé un nouveau contrat avec Monaco jusqu'en 2029. La 3e journée du sourire organisée par l'association Les Smileys, la bien nommée, sur la place du marché de la Condamine aujourd'hui, où enfants et parents ont pu apprécier les nombreuses actions et animations mises en place pour recueillir des fonds à destination des enfants malades. La somme récoltée va servir à l'achat de mascottes Smileys qui seront ainsi distribuées dans tous les centres de santé et de secours de la principauté. La météo pour ces prochaines heures avec Sarah Nkari, et vous nous l'annonciez dès hier, Sarah, le temps devrait se gâter malheureusement dans la journée de dimanche. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Effectivement, le beau temps aura été de courte durée, le ciel se couvrira demain et des averses sont prévues en fin de journée. Et ce dimanche, Christophe, donnera la tendance de la semaine qui sera majoritairement grise et pluvieuse. Pour ce qui est des températures, elles seront identiques à celles d'aujourd'hui et nous observerons pour les maximales 10 degrés le matin et 18 l'après-midi. Enfin, pensez-y, nous fêterons demain les Bruno. Et comme le veut la tradition, on termine votre journal en images avec les instantanés d'une grande première à Monaco, le Roquetton et nos amis les chiens réunis avec leur maître aujourd'hui autour du chapiteau de Fontvieille pour participer à une marche symbolique destinée à sensibiliser le grand public à l'abandon d'animaux. Les photos sont signées Frédéric Nébinger. On se retrouve demain, 19 h, pour un tout nouveau journal sur Monaco Info. D'ici là, belle et bonne soirée à toutes et à tous.